Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors parler du Tour de France, à 45 minutes, je ne sais pas si ce sera suffisant, n'est-ce pas mon cher Christian, pour évoquer cette magnifique épreuve, ces magnifiques épreuves, puisqu'on parle au pluriel depuis 2022 et le retour du Tour de France Femmes sur les antennes de France Télévisions et dans le calendrier international. Alors le Tour de France, vous le savez toutes et tous, c'est beaucoup plus qu'une course de vélo. C'est une course de vélo avant tout, évidemment, mais c'est aussi un formidable vecteur d'attractivité pour les territoires qui sont traversés par ces deux courses, Tour de France Hommes et Tour de France Femmes, dont les parcours seront dévoilés d'ailleurs le 23 octobre prochain au Palais des Congrès. Je vous invite évidemment à suivre cet événement toujours très important dans le calendrier de fin de saison. Découvrir les parcours du Tour, c'est toujours un événement. Christian, comment est-ce qu'on trace les parcours des Tours de France? Est-ce qu'on part d'une feuille blanche? Est-ce qu'on se dit, tiens, là, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé là-bas? Quels sont les impératifs auxquels doivent répondre les parcours des Tours de France? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Céline, bonjour Alexandre. Il est très taquin, parce qu'en fait, il a un seul objectif, parce qu'il sait très bien ce que je vais répondre. Comment on trace un parcours du Tour de France? Je descends à la cave, je regarde ce qui manque. Voilà, donc on fait un Gevrey-Chambertin, Nuit Saint-Georges, on va vers Saint-Émilion. Voilà. Ça permet sur les réseaux sociaux de mettre Prud'homme fait sa cave. Voilà. D'abord, il faut que l'une des différences fondamentales par rapport à tout le monde du sport, c'est que nous ne pouvons aller que là où l'on souhaite qu'on aille. Parce que nous ne sommes nulle part chez nous. On n'a pas notre stade, notre piscine, notre parquet de basket, notre patinoire. Donc il faut une candidature d'une ville, d'une agglomération, d'un département. On a beaucoup d'accords avec les départements. Pour une évidence, c'est que les routes dépendent des conseils départementaux et que les routes, c'est évidemment le terrain d'expression des champions et des championnes. Donc une fois qu'on a dit ça, le lieu du grand départ, ce qu'on appelle désormais le grand départ, détermine énormément le parcours du Tour de France. On ne sait pas nécessairement où on ira, mais on sait tout de suite où on n'ira pas. Je vous prends un exemple. 2024, on est parti de Florence en Italie, c'était la toute première fois dans l'histoire, pourtant dans un pays qui respire le cyclisme. On partait de Florence, c'était les 80 ans du débarquement, on savait très bien qu'on n'irait pas en Normandie, on est allé à Colombey-les-Églises comme un symbole. Parce que le Tour, c'est la plus grande compétition cycliste au monde, mais c'est en effet bien plus que ça. C'est de l'histoire, c'est de la géographie, c'est de la culture. La prise de vue dominante du Tour de France, en général, il dit que je fais le orang-outan quand je fais ça avec mes mains, c'est l'hélicoptère. L'hélicoptère de France Télévisions. Le Tour, c'est de la découverte. Et la découverte est un élément essentiel dans la réussite du Tour. Et puis le plus important de tout, ce sont les sourires. C'est l'insouciance, c'est un tout petit peu de bonheur. Alors le Tour ne change pas la vie des gens, je n'ai pas cette prétention-là, mais il met un peu de soleil, un peu de bonheur, un peu de sourire. Et je répète régulièrement que le Tour, c'est 3500 km de sourire. Aux dernières nouvelles, pour l'année prochaine, avant les dernières reconnaissances, c'est précisément 3333 km, plus les 1000 km désormais de la version féminine. Ce sont des sourires partout, c'est un public familial, c'est un public formidable, des Français, des étrangers, des femmes, des hommes, des gros, des maigres, tout le monde avec le même sourire. C'est ce qui frappe le plus les gens qui montent dans la voiture. Céline, j'imagine que pour vous aussi, le jour où les parcours des Tours de France sont dévoilés, c'est un moment important pour organiser votre maillage, votre couverture du territoire. Avant même qu'il ne soit dévoilé, je suis obligée de vous dire que Christian est l'objet de toutes les attentions. Il y avait récemment une réunion de l'ensemble des rédacteurs en chef du réseau des radios locales ici, les radios locales de Radio France à la Maison de la Radio. Christian a été invité et l'ensemble des rédacteurs en chef se pressaient à ses côtés pour une petite pression amicale sur la nécessité que le Tour passe à proximité de leur station et pour aussi essayer de savoir avant tout le monde si le Tour allait passer près de chez eux. Il faut le dire, pour notre réseau des radios locales, pour Radio France d'abord, qui est partenaire du Tour de France avec France Info et le réseau des radios locales, mais pour les locales plus spécifiquement, le Tour, c'est un événement majeur. En préparant ce moment avec vous, j'en discutais avec un certain nombre de directeurs et l'un d'entre eux m'a dit le passage du Tour pour une de nos stations, c'est un twist en fait. Il y a un avant et un après. Il y a tout ce qu'on peut préparer en amont. Il y a toute la station qui se mobilise. Il me racontait aussi que ça n'est pas difficile d'obtenir que les gens ne posent pas de congé cette semaine-là. Ils le font très naturellement et en réalité, ils se battent plutôt pour les accréditations qu'il ne faut les solliciter pour s'engager sur cet événement. Et d'ailleurs, c'est valable. Et au fond, le Tour est ainsi fait que c'est valable dans les stations et c'est valable dans les territoires où il passe,
qu'il mobilise absolument tout type de population, tout type de personnel, tout type d'engagement, c'est-à-dire que dans les stations, c'est évidemment les journalistes qui vont suivre l'étape, mais ce sont aussi bien sûr les techniciens, mais ce sont aussi celles qu'on appelle les chargés d'accueil, je dis celles parce que c'est rarement des hommes, qui ont aussi le contact avec le public en amont de l'État pour raconter comment on va ou non pouvoir circuler ce jour-là, les règles de sécurité évidemment, toutes les initiatives aussi qui sont engagées par les associations du cru, les commerçants du cru. Donc il y a une mobilisation parfaitement exceptionnelle du réseau des radios locales et un engagement. Et je dois dire que cette année, on a monté une marche supplémentaire, parce que vous savez, les radios locales de Radio France s'appelaient France Bleu jusqu'ici. Et désormais, elles s'appellent Ici. Et cet événement est tellement important pour nous qu'on s'est dit que c'était le meilleur endroit pour raconter cette histoire de notre changement de nom. Et donc pour la première fois, en plus de suivre la course, en plus d'accompagner les villages départ, les arrivées, nous avons aussi été présents sur la caravane du Tour avec cette nouvelle marque Ici qui a donc traversé une large partie de la France auprès du Tour de France. Alors, si le Tour de France est attractif, c'est parce qu'il est regardé, il est consommé par énormément de Français et de Françaises. En 2025, 45 millions de Français et de Françaises ont regardé au moins une minute du Tour de France sur les antennes linéaires et numériques de France Télévisions. Et pour le Tour de France Femmes, ce chiffre s'élève à 25 millions de Français et de Françaises ont regardé au moins une minute du Tour de France Femmes à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août. Ce sont des audiences qui font un peu figure d'ovni aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français. On atteint des parts de marché de plus de 34% en moyenne sur France 2 et France 3 l'après-midi. Sur le Tour de oui, France. Parce que je vais te reprendre, parce que vous êtes tellement modeste à France Télévisions, et Laurent Ric ne dira pas le contraire, que tu donnes les audiences globales. En fait, si on compare à la durée, non pas d'un match de foot, évidemment, mais un match de foot avec prolongation, c'est-à-dire sur France 2, la part de moyenne du Tour de France cette année, c'est 42,6. 42,6. On ne va pas aller dans les détails plus précisément, encore que ça veut dire 3 fois la part de marché de France Télévisions, 2,9 précisément, et 3,8 fois l'audience moyenne de France 2 sur cette chaîne à ce moment-là. L'audience du Tour Femmes, le pic d'audience du Tour Montmartre, qui est le plus grand depuis 20 ans, en vérité depuis 2006 précisément, c'est-à-dire depuis qu'il y a le minute par minute dans les audiences, 8 700 000. La deuxième audience des 30 jours du Tour de France. Des 30 jours du Tour de France, parce que nous, surtout pour des raisons de marketing, on les sépare, parce qu'on est incapable d'organiser les deux épreuves en même temps, et qu'on ne va pas mettre, n'est-ce pas, alors, avec le Tour sur la 2, la version féminine sur la 3, ou le contraire, ça n'aurait pas vraiment de sens. La deuxième audience des 30 jours du Tour, c'est Châtel, Pauline Ferrand-Prévot. C'est-à-dire que vous avez 1, Montmartre, 2, Châtel, PFP, 3, le Ventoux. Et ça, c'est un changement fondamental. Parce qu'on avait tendance à enjoliver un peu les audiences, je le dis très clairement. Là, il n'y a plus rien à enjoliver. Sur les 30 audiences du Tour, la deuxième audience la plus forte, c'est celle de l'arrivée finale du Tour de France Femmes à Châtel. Appellation officielle, Tour de France Femmes avec Zwift. Oui, alors moi, ce sera sans Zwift, mais le Tour de France Femmes... Pas avec un S, hein, tu ne mets pas un coup de balai, hein, c'est pas ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est quand même très très fort, sachant donc que ces audiences-là, parce qu'en fait la France, en termes de part de marché, n'est que le 4e pays en termes d'audience. Vous avez d'abord la Belgique côté Flandre, ils sont quasiment à 70%, 69,6% sur les 3 semaines du Tour en intégralité. C'est quasiment obligatoire en Flandre. C'est de la folie. Près de 60% au Danemark, 45% aux Pays-Bas, 42,6% donc pour France 2 l'après-midi, et 40,5% pour la Belgique Sud, comme on dit dans le jargon de l'audiovisuel, à savoir les francophones. Voilà, donc un ovni. En Allemagne, pardon, je suis obsédé par les audiences. Parce que, je vais encore reparler de Laurent Ric, mais j'ai présenté Stade 2 autrefois. Et quand vous présentez une émission hebdomadaire, le directeur général vous appelle ou pas. Donc soit il vous a appelé avant 9h05, tout va bien, soit il ne vous a pas appelé, mais il n'en pense pas moins. Voilà. Donc 13,5 de part de marché sur ARD, la première chaîne allemande. C'est quasiment 21 millions de personnes qui ont été touchées. C'est une part de marché considérable en Allemagne où il y a une dispersion beaucoup plus importante du public à la télévision. Donc c'est quelque chose de fort dans un pays qui est évidemment très important pour l'Europe, pour la France et qui a de nombreux habitants.
Oui, sachant que l'Allemagne avait boudé le Tour de France pendant quelques années, avant de faire son retour avec une diffusion sur la télévision publique allemande. Donc on l'a compris, Christian, le Tour de France est regardé et consommé par une majorité de Français et de Françaises. Combien de candidatures avez-vous sous le coude de départements, de communes, de collectivités désireuses d'accueillir le Tour de France? Alors, nous avons chaque année peu ou prou 300 candidatures, donc 250 en France, une cinquantaine à l'étranger. Dans les candidatures françaises, il y a nombre de départements, de conseils départementaux. Je prends les Hautes-Pyrénées, conseil départemental et donc candidat permanent. On peut aller, à condition que la maire soit évidemment d'accord. Hein. Mais comme point possible, vous avez aussi bien Tarbes, Lannemezan, Castelnau-Magnoac, nous sommes allés il y a quelques années chez Antoine Dupont, que Saint-Lary-Soulan, avec les versions Plat-d'Adet, Col du Portet, que Luzardilène, que Peyragudes, que Loudanvielle. Enfin bref, il y a 7, 8, 10 possibilités pour nous. Quoique, ce sont des possibilités théoriques, mais il faut aussi qu'on puisse s'installer. 190 pays reprennent les images du Tour de France. Il faut qu'on puisse s'installer. Alors, on a ma seule fierté depuis 20 ans, ce sont ce qu'on appelle les zones techniques dissociées. Il y a 20 ans, sur l'arrivée du Tour de France, il y avait une seule zone technique. En fait, je ne m'intéressais pas du tout à ça, mais pas du tout, quand j'étais journaliste. Or, si vous ne comprenez pas la technique et la logistique, vous ne pouvez pas comprendre un parcours du Tour de France. En fait, donc, c'était une zone technique qui avait une forme indéterminée, mais elle était unique. À partir du moment où on les scinde, on peut aller dans d'autres endroits. Quand on va au Puy-de-Dôme, quand on va au Granon, étape exceptionnelle du Tour il y a 3 ans, on met 1/10 de la zone technique en haut et les 9/10 ailleurs. Puy-de-Dôme, 1/10 en haut, les 9/10 au circuit de Charade. Ce qui est évidemment essentiel pour rendre la montagne aux champions. Moi, qu'est-ce que je veux? Les champions et la télé en direct. Ça te va? Les champions et la télé en direct. Avant, la musique, c'était... Non, mais évidemment que vous y êtes. J'ai pas oublié mon passé. Et il peut même y avoir de la presse écrite et des photographes. Imaginez un peu, c'est dingue. Mais ça, c'est un élément évidemment très très important. C'est-à-dire aller où on souhaite, où on a envie d'aller, où on a envie de faire le plus possible rayonner le Tour de France. Il s'agissait. Avant, c'était il faut que tout passe. Donc si la caravane ne passe pas, on n'y va pas. Mais si on va y aller, on va aller au Granon et on va même laisser le Granon propre. On est reparti quand la dernière cabine des toilettes était sortie. Mais bien sûr que chez nous, ça je vous le dis, c'est la vérité. Je peux avoir le sentiment de fanfaronner. Mais on se fait quand même bien engueuler, pas par les gens, mais dans notre organisation ou par nos partenaires, parce que forcément, à un moment, ils sont éloignés de ce qu'on leur propose. Mais je répète ce que je vous dis, ce qui compte pour moi, c'est les champions ou les championnes au sommet, dans un endroit, et puis la retransmission télé en direct pour que le Tour rayonne dans les 190 pays où il est diffusé, sur des images de France Télévisions. Et avec naturellement les journalistes de Radio France. Et d'autres aussi, tu sais que j'ai travaillé comme toi dans le public et dans le privé. Donc nous sommes des êtres hybrides. Alors Céline, il y a des exemples concrets sur le pouvoir d'attractivité du Tour de France. Je pense notamment à des endroits un peu perdus, un peu déshérités, que le Tour de France a su mettre en lumière ces dernières années. Je pense notamment à la planche des Belles-Filles. Ça, c'est un exemple concret. Aujourd'hui, tout le monde peut situer la planche des Belles-Filles sur la carte de France ou presque, alors qu'il y a 15 ans, c'était un endroit qui était complètement perdu, abandonné, j'ai envie de dire, et que le Tour de France a remis en lumière. C'est ça aussi la force du Tour. Absolument. Il y a pour nous une station qui est une station très importante, qui est celle de la Creuse, territoire sur lequel nous sommes de loin les premiers, la première radio la plus écoutée. Et la Creuse a eu la chance d'accueillir 2 fois, coup sur coup, le Tour de France. Et je sais à quel point, au fond, ce sont des récits sur les antennes, le jour où est annoncé le tracé, dans les semaines qui suivent, à J-100, toute la semaine qui précède et en réalité dans les jours qui suivent le passage de l'étape. Et au fond, ce que j'ai constaté dans l'échange avec les directeurs quand on parle du passage du Tour, c'est aussi que le Tour va parfois là où, globalement, plus grand monde ne va. Dans des endroits où, par exemple, on peine à animer une ville ou un village, soudain, il y a une animation incroyable où se retrouvent les plus jeunes, les plus âgés, les plus déshérités, les plus riches, et où on arrive à faire société, finalement. Et peut-être ce que moi j'ai reconstaté ces 2 dernières années à la tête du réseau des radios locales à travers le Tour de France, c'est à quel point, au fond, le Tour nous renvoie une image d'un pays un peu idéal. Dans les circonstances agitées que nous traversons d'un point de vue politique au niveau national, une première chose qui m'a frappée, c'est que, au départ, à l'arrivée, vous avez les élus du cru, par ordre de responsabilité plus ou moins importante, et tout ça fonctionne
est en ordre de bataille. Vous avez les autorités aussi, les autorités administratives, vous avez un certain nombre de responsables économiques, et cette société, elle est en ordre de bataille, elle va finalement pas si mal. C'est peut-être aussi ça qu'on voit à travers ce passage du Tour de France. Et puis vous avez une organisation au cordeau. On a parlé tout à l'heure du fait qu'il fallait parfois disséminer les différentes équipes sur le territoire, mais finalement, ça fait de l'animation, ça fait de la joie, ça fait du partage, ça fait de l'échange, ça fait y compris des engueulades saines et sympathiques quand ça ne se passe pas comme on le voudrait, mais ça fait... le mot est un peu galvaudé, puis politiquement il est parfois utilisé de façon péjorative, mais ça fait du vivre ensemble, au sens où aussi chacun a sa place dans cette histoire. C'est-à-dire que le public, celui qui voit le Tour passer devant sa maison et qui l'a décoré, il joue un rôle, il a un rôle dans cette histoire. Il se raconte aussi dans les jours qui précèdent que peut-être la caméra va passer sur sa maison et il s'organise pour ça. Donc il y a à la fois le public et encore une fois, quelle que soit sa place pour le reste dans la société, il joue un rôle. Il y a évidemment les coureurs, il y a évidemment les journalistes, il y a évidemment l'organisation, il y a les entreprises, il y a les autorités administratives, il y a le département, il y a la région. Et chacun est à sa place en ordre de bataille, et encore une fois, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ces moments sont si festifs, parce qu'on se souvient qu'on y arrive tous ensemble. Christian, vous êtes d'accord avec ce tableau d'une France idéale traversée par le Tour de France? Alors, je veux surtout rebondir, Alexandre, sur ce qu'a dit Céline. La délégation de la Creuse, je l'ai vue arriver il y a une demi-douzaine d'années, avec la présidente du département, la remarquable Valérie Simonet, avec la préfète, avec des députés et sénateurs de toutes tendances confondues, me disant « Monsieur le directeur, ça fait 11 ans que vous n'avez plus traversé le département. Je sais où on arrive et d'où on part. Je n'ai pas en tête la liste des 30 ou 35 départements traversés tous les ans. » Et là, je me suis dit « Waouh !» C'est aussi un miroir de ce que représente le Tour de France. Et donc, oui, en effet, ensuite, j'avais ça en tête pour qu'un jour, dès que ce serait possible, nous puissions passer chez eux. On disait naguère, baisse la tête, tu auras l'air d'un coureur. Si, dans la Creuse, si, en Haute-Saône, les gens relèvent la tête parce qu'ils ont retrouvé de la fierté, parce que le Tour de France est passé chez eux, parce qu'à la radio, le matin, sur Ici, ils ont entendu 1 fois, 2 fois, 10 fois le nom de leur commune, parce qu'ils le lisent dans les journaux, ce nom, parce qu'ils l'entendent à la radio, parce qu'ils voient la prise de vue aérienne qui sublime leur village, alors oui, entre guillemets, on sert à quelque chose au-delà de l'organisation pure et dure d'une simple compétition cycliste. Le Tour, c'est ça. La planche des belles filles, en fait, on avait hier le débriefing du Tour version du cyclisme. Le débriefing avec Sixtine Davou, notre directrice de la communication, le débriefing général, il sera la semaine prochaine. On était au siège de l'Assemblée, des départements de France. Et la planche des belles filles, ça s'est fait là, il y a 20 ans. C'est-à-dire que notre référent auprès des départements, aujourd'hui, c'est François Sauvadet, le président de la Côte d'Or, qui est président du département de France. À l'époque, c'était Claudie Le Breton, qui était président de la Côte d'Or, et le délégué Tour de France, c'était Yves Cratinger, président à l'époque du Conseil général de la Haute-Saône, conseil départemental aujourd'hui. Et il dit, il faut que vous veniez en Haute-Saône, vous venez jamais. Puis j'avais vu sur les réseaux sociaux la cyclo des 3 ballons. Et tout le monde disait que l'ascension vers la planche des belles filles, c'est ce qui avait le plus dur dans les Vosges. Les Vosges, c'est la légende du Tour de France, hein, c'est le ballon d'Alsace dès 1905. C'est en fait le premier sommet dans l'histoire du Tour dès la 3e édition. Mais bon, ça fait plus de différence aujourd'hui le ballon d'Alsace. Donc on va voir, etc. Et il y avait un plan de développement global de cette toute petite station qui était à l'époque, il y a une douzaine d'années, la seule station de ski, on y skie plus souvent, mais on y skie encore parfois, du département de la Haute-Saône. Et donc ils avaient la volonté de développer le tourisme là-bas. Et parce qu'il faut que ça... C'est pas simplement avoir le tour pour avoir le tour pour un élu, à mon sens. Il faut que ça s'insère dans un projet global. C'est comme ça que la planche des belles filles est venue. On y est allé en 2012. Pour nous, sportivement, on a vu l'ordre de la planche des belles filles, c'était l'ordre du Tour, sans écart. C'est la première victoire de Chris Froome, Wiggins c'est en jaune, tous ceux qui sont juste derrière vont gagner le Tour de France dans les années qui suivent, et à chaque fois c'était comme ça. Mais un an plus tard, en 2013, je lis dans la presse quotidienne régionale, le Tour n'a rien apporté à la planche des belles filles. Et en fait, c'est la récurrence. C'est-à-dire le fait de revenir, un nom phénoménal, la planche des belles filles. On est anglais, on est allemand, on est espagnol, la planche des belles filles, ça sonne. Les pentes hyper raides, le fait qu'avec Yves Cratinger, on ait pu justement imaginer l'avenir.
Se dire, tiens, il y aura un contre-la-montre, ça c'est le coup de bol total, le Tour de France se joue à la veille de l'arrivée finale en 2020 sur la planche des Belles-Filles. Je pensais à Louis Pasteur, qui est d'un peu plus loin de Besançon, mais on était, Yves Fratagé et moi, en train de faire les 100 pas dans la salle d'interview du Tour, là où les journalistes allaient se retrouver quelques minutes après à la fin de l'étape, en se disant, c'est pas possible, ça va pas se produire ici, ça s'est produit là. On est allé ensuite plus haut, hein, pour celles et ceux qui suivent le Tour de France, plus haut, c'est pas Goudernay, etc. On arrive tout en haut de la montagne, parce que je lui disais, mais on peut pas monter là-haut, là. Non. Et on l'a fait, donc à chaque fois, on a inventé quelque chose d'autre. C'est comme ça qu'on a pu revenir. Et oui, en effet, quand dans la Haute-Saône, en fond de vallée, touché fortement par le chômage, les gens voient arriver des cyclos belges, hollandais, britanniques, australiens à fort pouvoir d'achat, oui, en effet, ils relèvent la tête et ils sont fiers. Alors la force du Tour, Christian, aussi, c'est d'aller dans les mégapoles, dans les grandes villes, mais aussi dans des communes de 300-400 habitants. Comment faites-vous pour aller, je ne sais pas, à Saran, à Castelnau-Maognac, on en a parlé il y a 2 ans? En fait, parfois, on est parfois très surpris. C'est-à-dire que dans le sud-ouest, par exemple, si on veut savoir si, a priori, on peut faire un départ d'étape, il faut savoir simplement s'il y a un foirail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les villes moyennes, il y a souvent plus de place que dans les grandes villes. Et puis les gens des tout petits villages, alors, il y a 20 ans, c'était le Tour qui signait, ASO qui signait avec une ville. Aujourd'hui, on signe avec la commune, la communauté de communes, la ville, l'agglo et le département. Souvent, il y a 3 signataires. Ils se mettent à plusieurs pour signer. Mais s'installer, c'est parfois plus facile. Égurande, par exemple, dans le département de l'Indre, jamais j'aurais imaginé qu'on pourrait s'installer un jour à Égurande. Égurande nous intéressait pour aller vers le Massif central, pour aller faire une étape significative dans le Massif central. Égurande, on s'installe comme on veut. Donc voilà, Et puis surtout, quand on est dans une petite commune, les gens donnent tout. Dans les villages, les gens nous disent, mais vous nous avez fait confiance, mais vous n'aviez pas peur? Je dis, moi, les seuls endroits où j'ai peur, c'est dans les grandes villes. Les seuls endroits où j'ai peur, c'est dans les grandes villes. Parce que dans les petites communes, ils font tout. Absolument tout pour que ça marche, parce que c'est pour eux, c'est pas l'événement de l'année, pour eux c'est l'événement de la décennie. Donc ils se battent pour ça, et puis on est effectivement, on a une organisation qui est celle d'une armée en marche, qui a été mise en place par des militaires d'ailleurs il y a 30 ou 40 ans, et oui, ça marche relativement bien. Mais on accompagne les gens, c'est-à-dire que c'est pas un carcan, c'est pour accompagner les gens, leur dire attendez, on va faire, on sait faire, venez avec nous. Le Tour de France marche très fort, également la marque Tour de France marche très fort à l'international. Vous l'avez dit, Christian, 190 pays diffusent les images produites par France Télévisions chaque été. C'est la même chose pour le Tour de France Femmes. Les grands départs à l'étranger, on en a eu beaucoup ces dernières années, avec le Danemark en 2022, Bilbao en 2023, l'Italie en 2024, il y aura Barcelone l'année prochaine, ça on peut le dire, hein, c'est pas un secret. Édimbourg en 2027, comment expliquer ce pouvoir, cette attractivité du Tour de France à l'international? Est-ce qu'on se bat pour avoir le Tour de France dans les pays qui sont nos voisins? Oui, alors d'abord 2 choses. Le premier passage du Tour de France à l'étranger, à votre avis, c'était quand? 1907. Mais non, pas toi, t'as pas le droit de répondre. J'ai bon? Alors c'est 1906, mais la première arrivée, c'est 1907. C'était à Metz, qui était allemande à l'époque. Donc en fait, le Tour, et à l'époque, c'était une logique complètement différente. C'est-à-dire qu'Henri Desgranges, le créateur du Tour, voulait dire c'est toujours chez nous, jusqu'à ce que les autorités allemandes lui disent t'es bien gentil mon vieux, mais tu vas arrêter d'arriver chez nous. Mais il y était quand même allé jusqu'en 1910. Et ensuite, c'est Genève en 1913. Donc c'est pas quelque chose de spécialement récent. Quand j'étais gamin, le premier grand départ, c'est 1954. Et quand j'étais gamin, les départs à l'étranger, ils étaient très fréquents. Hein. C'était 73, 75, 78, 80, 82. La différence fondamentale pour nous Français, c'est qu'à l'époque, c'était en général un Français qui gagnait. Donc on regardait plus le résultat que le lieu du grand départ. Mais oui, non seulement j'assume, mais je revendique les grands départs du Tour à l'étranger, à la condition absolue que nous allions dans nos villages. C'est-à-dire partir de l'étranger, dans des capitales, dans les villes prestigieuses, toucher davantage de gens et faire rayonner notre pays, faire rayonner la France, faire rayonner nos villages, leur redonner de la fierté. Ça, c'est quelque chose d'absolument capital pour moi. Les gens, parfois, ne comprennent pas ça. Mais les gens qui sont au bord de la route, ils sont tous français, hein. Les gens, on est parti en 2014 du Yorkshire. Pour moi, le Yorkshire, c'était un petit chien, et c'est tout. Nous sommes partis de Leeds, des foules monumentales, les noms des pubs traduits en français. Dans un monde où nous ne respectons plus la langue française, Sixtine va rigoler, où on est en franglais permanent, alors que la langue française est ce qui nous unit et nous unira ou nous perdra demain. La langue française.
au-delà de la couleur de la peau, au-delà des origines sociales, la langue française. Et en fait, ce sont les nantis comme nous qui de plus en plus sont en franglais. Donc c'est bien d'être en français. Parler anglais, c'est formidable. Être en français, avec notre langue, la défendre, son autorité. Les gens, ils viennent chercher le français quand ils veulent le tour. Nous, on leur envoie une image où on est en franglais, mais eux veulent le français. Les noms des pubs à Lise traduits en français. Le Black Swan avait disparu, c'était le cygne noir. Et ces gens-là qui regardent le Tour, qui deviennent amoureux du Tour de France, et peut-être aussi de la France, ils vont voir Castelnau-Magnoac, ils vont voir Égurande, ils vont voir la planche des belles filles, ou Loudanvielle. Donc ça, c'est absolument capital pour moi. Donc oui, les grands départs à l'étranger, je suis fasciné aujourd'hui quand on va à l'étranger, et ça c'est récent, on est reçu par les plus hautes autorités. On était en République tchèque, ils ont eu des élections récentes. République tchèque candidate au Tour. On arrive à Prague, reçu par le Premier ministre, donc de l'époque, il n'y a pas que c'est nous que ça change souvent, Premier ministre, la présidente de la Chambre des députés, donc de l'Assemblée nationale, le maire de Prague, le président de la région. On va déjeuner avec l'ambassadrice de Slovénie il y a 4 ou 5 mois. Elle prend un coup de téléphone pendant le déjeuner. Il va y avoir une surprise. Le Premier ministre slovène au café. Le Danemark, quand le Danemark veut le Tour, le Premier ministre, Lars Løkke Rasmussen, qui est un fou de vélo, le prince héritier, qui est désormais le roi de Danemark. Et des journalistes, tout ça, avec des caméras de TV de Danemark, qui me disent, mais vous vous rendez compte, à part le président du CE ou un chef d'État, personne n'est reçu comme ça. Hyper impressionnant, en lien avec les 59% de parts de marché. C'était même fou, parce qu'ils avaient fait, pour le grand départ, des plaques d'égout avec le Tour. Et donc, j'avais un peu de mal à sourire. J'aurais préféré que ce soit autre chose, éventuellement un gâteau avec marqué Tour de France. Les plaques d'égout qui existent toujours, c'est-à-dire que vous vous baladez dans Copenhague, Roskilde ou Vejle, un certain nombre de villes danoises, et vous allez trouver sur les plaques d'égout Tour de France. C'est extraordinaire. Donc voilà, c'est dire que il y a une envie du Tour qu'on voit partout, qui est très forte. Là, je suis en costard, j'ai la cravate pas loin, parce que je dîne avec le ministre des Sports de Luxembourg ce soir, avec le grand-duc, le nouveau grand-duc de Luxembourg, qui est grand-duc depuis le 3, donc depuis quelques jours seulement, veut me remettre là aussi une candidature de grand départ pour le Tour. Donc en fait, on a des rendez-vous permanents, et on est, oui, je dirais pas qu'on nous fait la danse du ventre, mais on a envie de nous voir, ouais. J'avais même un coup de téléphone hier d'Aurore Amaury me disant « Christian, on a un contact machin, qu'est-ce qu'on fait ?» Voilà. Aurore Amaury, le A de Amaury Sport Organisation, la sœur de Jean-Étienne, mon patron. Donc grand départ du Tour à Barcelone pour les hommes, grand départ de Lausanne pour les femmes l'année prochaine. Céline, ces grands départs à l'étranger, est-ce qu'ils ne vous coupent pas un peu de vos auditeurs, de votre maillage territorial justement? Quel est votre regard sur ces grands départs à l'étranger qui sont de plus en plus récurrents? Alors évidemment, nos locales ne sont pas associées de la même manière à ces départs-là, quoiqu'elles suivent néanmoins, parce que c'est le début de l'histoire et de l'aventure. Mais au fond, moi je trouve très touchant le fait que des villes étrangères aient envie d'appartenir au Tour de France. C'est-à-dire il y a encore des gens qui d'un seul coup ont envie d'avoir un petit bout de France, ont envie d'être français d'une certaine façon, ont envie de faire partie de cette histoire. Et d'une certaine façon, la taille aussi de ces villes de départ versus les villages, c'est le coup de projecteur de que vous soyez grand ou petit, finalement, vous appartiendrez et vous pourrez participer à cette aventure. Donc, à mon avis, c'est aussi à rebours un coup de projecteur sur ensuite les petits endroits, les beaux endroits. Ce qui est frappant, en tout état de cause, c'est que pour tous, c'est la meilleure campagne de l'Office de tourisme qui puisse être rêvée. Au fond, pour ces grandes métropoles parfois, comme pour tous ces lieux, pour certains méconnus, avant que le Tour ne passe, et soudain, l'investissement, le fait d'avoir accueilli le départ, l'arrivée, le fait d'avoir vu passer la course, le fait d'avoir vu ces images absolument magnifiques. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes entre nous. Je pensais tout à l'heure, tu parlais des images par hélicoptère. Quand on diffuse nos matinales des radios locales sur France 3 le matin, il y a des images par drone qui accompagnent les morceaux en musique. Il y a des images par drone, on écoute la musique. Et elles sont illustrées, ou les titres sont illustrés par des images des plus beaux paysages. Vous voyez toutes ces choses que nous avons en commun
pour se souvenir du pays exceptionnel qui est le nôtre, pour se souvenir de sa richesse, de sa diversité, du patrimoine parfaitement incroyable aussi qui est le nôtre. Alors en revanche, en entendant Christian, je me disais tout à l'heure, il y a un truc qui serait mon pire cauchemar, c'est de faire un Trivial Poursuite spécial géographie française avec lui, parce que je pense que là, personne n'est au niveau. Tu vas faire rire des gens, parce que... Qui d'ailleurs m'a fait faire ça, je ne sais plus quel réseau social, et en fait, il faut mettre les... Là, il y en a un qui rigole. Et alors, ils disent, mais finalement, il n'est pas si bon que ça. Et alors, Strasbourg, ce sont mes racines. Paf, je suis à 150 bornes de Strasbourg. Je dis, mais posez-vous vraiment la question, parce que je sais où est Strasbourg. C'est qu'en fait, j'ai eu du bol sur tout le reste. C'est simplement que le truc, il était décalé. Ça tapait pas au bon endroit, parce que je vous confirme, je sais où est Strasbourg. Donc, si j'ai mis d'autres villages, si je les ai bien placés, c'est peut-être que là, j'ai eu de la chance. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que à travers le tour, on redécouvre tous ces lieux, on redécouvre tous ces villages, on redécouvre toutes ces montagnes, on redécouvre tous ces espaces. Et au fond, je pense que de ce point de vue-là, on a la même ambition qui est de valoriser justement et parfois de se sortir un peu de ce qui peut se passer dans quelques arrondissements centraux qui ne résument pas d'abord ce qu'est ce pays et ce qu'il vit, et qui, d'autre part, ne fournit pas toujours toutes les solutions dont nous aurions besoin, alors que la conviction, c'est qu'il y a partout des populations, des gens engagés, des citoyens qui ont leur mot à dire, qui ont envie et besoin de participer. Et de ce point de vue-là, ce que font les radios locales et ce que fait le Tour de France, c'est très en harmonie. Christian, j'ai une question que j'ai envie de vous poser depuis longtemps. Est-ce qu'il y a encore des endroits où le Tour n'est jamais allé et où vous rêvez d'aller? Non, mais il y a plein d'endroits. Alors, je ne sais pas comment te répondre. Pardon de te tutoyer. Mais c'est ce qu'on fait d'ordinaire, non? On a le droit. Depuis longtemps. J'avais le rêve de retourner au Puy-de-Dôme. Ça a été hyper compliqué. Ça, c'est fait. Oui, c'est fait. J'avais pas le rêve, j'avais la jalousie d'arriver à Montmartre en ayant vu les images des Jeux, ce qu'on n'aurait jamais pu obtenir sans les Jeux Olympiques, bien évidemment. Et on s'est dit aussitôt, mon adjoint Pierre-Yves Thuot, un breton de Mur de Bretagne, le pays des galettes de saucisses, était sur place. Moi, j'étais devant la télé. On s'est appelé le soir. Et là, si on l'a pas l'année prochaine, on l'aura jamais. Donc, on l'a eu. Le succès a été phénoménal. On était mort de trouille parce qu'il fallait qu'il y ait au moins autant de monde que Jeux. Il fallait qu'il y ait une vraie course. Il fallait qu'il n'y ait pas de chute. Et quand, en remontant les Champs-Élysées, juste avant le premier passage sur Montmartre, on a vu le ciel noir, la pluie, on n'avait pas du tout anticipé que non, les feuilles, on savait qu'elles n'allaient pas tomber, mais que des choses allaient tomber, des arbres, etc., qu'on avait balayés après l'averse précédente, mais qui étaient retombés juste avant le passage des coureurs. On s'est dit... et tout s'est bien passé. Donc voilà. De la discussion, de la rencontre. Je me souviens des lacets de Montvernier. Je ne sais pas si vous voulez les lacets de Montvernier, dans les Alpes près de Saint-Jean-de-Maurienne. Ce sont 18 lacets à flanc de montagne qui sont extraordinaires. Quand vous êtes sur l'autoroute dans le secteur, on les voit. Moi, j'étais passé 100 fois, j'avais jamais regardé devant la route devant moi. Maintenant, je les vois toujours. Ça, c'était le maire de Fontcouverte. Un salon de l'agriculture. Salon de l'agriculture. Essentiel. Les rencontres, salon de l'agriculture, vous voyez absolument tout le monde. Et donc, j'avais dit au maire de Fontcouverte, qui malheureusement est décédé aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de beau chez toi. Il me dit, les lacets de Montvernier. Je prends mon portable, je vois le truc extraordinaire. On avait d'ailleurs fait un zoom arrière à la présentation qui durait au moins 30 secondes. Les gens disent, mais il y en a encore. Donc il me dit, mais quand est-ce que tu veux les mettre? Je dis, la prochaine fois. Donc il y a plein de choses. Moi, le fait de ne pas avoir été coureur ne me manque pas du tout. Et pourquoi? Parce qu'autour de moi, il y a 8 anciens coureurs. Parce que l'équipe de Thierry Gouvenot, le patron des compétitions, ils sont allés partout. Ils ont roulé, ils ont fait des dizaines de milliers de kilomètres partout. Ils ont d'autres copains qui étaient coureurs cyclistes qui ont fait la même chose. On parle aux élus, on les écoute, on regarde les réseaux sociaux. Donc en fait, il y a un tas de sources potentielles de lieux qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, de gens qui rêvent. La boucle autour de Toulouse, il y a 3 mois, parce que il y a 2 ans, on a eu 3 étapes de plaine sans la moindre attaque. C'est pas possible, donc on a réduit les étapes de plaine. C'est pas si simple de vouloir réduire, parce que votre arrivée, votre départ, les villes, elles sont toujours à même distance. Et donc d'essayer de mettre une côte ou quelque chose. Pêche David. J'avais vu traîner ça sur les réseaux sociaux, mais ça s'est fait parce qu'un gamin a écrit à Thierry Gouvenot en disant « Mais Monsieur Gouvenot, il y a une côte à côté de chez moi, à côté de l'hôpital, c'est un truc de dingue, il faut le faire. » Ça s'est fait vraiment comme ça. Donc en fait, on a des gamins, ça me fait penser à moi enfant, qui nous envoient le parcours du Tour, 3 semaines de parcours du Tour tous les ans. J'ai même eu un gars
C'est un souvenir formidable et c'est quelque chose qui vit toujours. Un petit gars qui m'avait écrit il y a 15 ans en me disant je rêverais de travailler avec vous. Et je lui ai répondu en lui disant c'est bien, mais travaille d'abord ton orthographe. Il est aujourd'hui avocat. Il est avocat. Il vient sur le Tour pendant 3 semaines comme simple équipier du Tour. Le barreau, d'ailleurs, lui fait des yeux noirs en disant « Mais qu'est-ce que tu viens foutre là ? Vous êtes avocat, maître. » Il vient par passion du Tour. Et aujourd'hui, quand je lui envoie un texto, c'est moi qui fais attention. Est-ce que je vois que l'heure avance? J'ai autre chose, moi, que je n'ai pas dite. On fait de temps à autre un séminaire sur le thème « Le Tour de mes rêves ». Et j'ai retenu une phrase qui est marquée au fer rouge. C'était... à l'époque, le fils de Stéphane Bourri, qui est notre patron des lignes d'arrivée. Certains disent, vous ne voyez pas qui c'est, mais vous allez voir très vite, certains disent qu'il est un bon plaqueur. Et son fils m'a dit à l'époque, le tour de mes rêves, c'est le tour qui passe devant chez moi. C'est pas le Galibier, c'est pas le Tourmalet, ce sont pas les pavés, c'est pas Montmartre, c'est pas la rue Lapique, c'est le tour qui passe devant chez moi. Et là, on se retrouve complètement. La proximité. La proximité. Parler aux gens directement. Il m'est arrivé, puisque je suis avec des contacts avec de très très nombreux politiques de terrain, d'être invité pour la percée du vin jaune. La percée du vin jaune, dans le Jura, etc. Un ambassadeur par an, etc. Certains sourient. La qualitative, l'épreuve qualitative, l'épreuve quantitative. Et donc j'ai passé un week-end invité, parlant du Tour, mais avec du temps libre à suivre simplement celui qui était à l'époque le président du conseil départemental, un sénateur désormais de la Ve République au physique de sénateur de la Troisième. Il n'a pas arrêté de se faire engueuler. Il n'a pas arrêté de se faire engueuler. Sauf que les gens lui disaient « Monsieur le Président » et l'engueulaient. Les gens lui disaient « Clément », il s'appelle Clément, et l'engueulaient. Mais il y avait ce lien. Au départemental suivante, personne ne s'est présenté contre lui. Personne. Et donc, ensuite, il a été réélu président du département puisqu'il n'avait personne contre lui dans sa circonscription. Ce qui compte surtout, parce que le Tour, c'est tellement plus que du sport, ce qui compte surtout, c'est que le lien existe. C'est-à-dire que les gens de chez lui, d'accord ou pas d'accord avec ses opinions, mais ils savent très bien qu'il parle d'eux quand il va à Paris et qu'il les défend. Dans les Hautes-Pyrénées que j'évoquais tout à l'heure, François Fortassin, qui était sénateur, président du Conseil général à l'époque des Hautes-Pyrénées, qui a créé les Amis du Tour au Sénat, ses obsèques dans la petite chapelle de sa vallée des Hautes-Pyrénées, la vallée de la Barousse, avec des dizaines et des dizaines d'élus, l'écharpe tricolore, qui descendaient de la montagne, qui venaient du fond des vallées, pour dire à ce monsieur, qui était un monsieur incroyablement bonhomme et sympa, oui, François Fortassin, merci. On savait que quand tu étais à Paris, tu parlais de nous et tu nous défendais et tu nous rendais de la fierté. C'est-à-dire qu'il faut un lien avec les gens. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, dans les grandes villes, mais ce lien, il est capital. On s'adresse à quelqu'un. On sait que les gens, ils parlent de vous, ils veulent vous défendre. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et si le Tour de France, il permet de retrouver, je ne suis pas en train de délirer dans une carrière politique, hein, rassurez-vous, mais ce lien-là, il est capital, qu'il y ait un lien, que ce ne soit pas un truc artificiel, avec un zombie ou je ne sais pas quoi. Non, les gens, on le connaît. Clément, t'es un as, t'es une brêle, t'avais promis ça, tu l'as pas fait. Oui, Clément, il va parler pour nous et c'est lui qui a été désigné. Et on comprend mieux pourquoi le Tour de France fait régulièrement étape dans le Jura depuis quelques années. Il est du Doubs d'à côté, donc la dernière fois que je l'ai vu, je l'ai laissé en train de déguster de l'absinthe. Moi, il fallait que j'y aille. Et, je te raconterai tout en privé, Laurent. Oui. Tu t'es bien défilé ce soir-là. Hein. Merci, Christian. Ça arrive. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être, parce que je vois que l'heure avance, il est 10h40 passé. Est-ce que vous avez des questions pour... Oui, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Alors, est-ce qu'il y a des micros de disponibles ou comment ça se passe? One, two, test. Bonjour, déjà merci beaucoup pour la conférence, je me suis régalé. J'avais une question, vous parliez justement des projets de départ. Est-ce que l'outre-mer, notamment les Antilles, est-ce que ça fait partie de vos projets avec les problématiques que ça peut faire en termes de décalage horaire et de logistique?
Alors, en fait, vous avez tout dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire pour des raisons réglementaires. C'est-à-dire que depuis quelques années, l'Union cycliste internationale a créé un nouveau règlement qui fait qu'on n'a pas le droit de faire plus de 4 heures de vol et 2 heures de décalage horaire avant le Tour de France, parce que c'est une compétition évidemment extrêmement exigeante. Je pense, quoi qu'il en soit, que s'il y avait une volonté politique très forte à un moment de dire, moi j'ai travaillé à RFO, hein, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, toi tu comprends ce que je veux dire. La première. Tour de la Guadeloupe, c'est absolument phénoménal, c'est extraordinaire. L'île de la Réunion, il suffit de prendre la route normale, aller vers les cirques, enfin, Sillaos, Mafate, Salazie, ce serait extraordinaire. Mais aujourd'hui, réglementairement, nous n'avons pas le droit. Le Tour a failli partir en l'an 2000, donc c'était avant moi, avec Jean-Marie Leblanc. Il y avait un projet, à l'époque c'était Lucette Michaud-Chevry, avec le président qui était Jacques Chirac, et donc il y avait eu plusieurs voyages d'études. En fait, ça s'était heurté à la logistique, là. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le Concorde, mais si le Concorde avait dans ses soutes les vélos, l'avion était obligé de s'arrêter aux Açores, donc perdait tout le temps, etc. Et puis après, il y a eu l'accident du Concorde, donc il n'y a pas eu de suite. Mais j'ai régulièrement cette question-là, qui est une question tout à fait légitime, et je dis juste la règle, mais je me défausse un peu en disant ça. Cela dit, on n'a pas aujourd'hui une candidature en bonne et due forme. Je n'ai pas rencontré les autorités des Antilles, de la Réunion. On ne va pas aller beaucoup plus loin, mais oui, il y a assurément le cadre, le décor qui est essentiel pour le Tour, et il y a une passion pour le cyclisme qui est impressionnante, bien sûr. Alors, vous avez parlé, par exemple, de la planche des belles filles, que vous avez découvert notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, à quel point l'avènement de ça, de ces nouveaux médias, des réseaux sociaux, ça vous aide ou vous permet de découvrir de nouvelles côtes au moment de faire le parcours? Non, c'est juste un élément de plus, si tu veux. C'est vraiment un élément de plus, mais c'est un élément qui peut être parfois utile parce que les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on va nous proposer des chemins de chèvre, on va nous proposer des chemins complètement défoncés. Là, dans les nouvelles arrivées d'étapes de Tour, il y a une arrivée qui n'est pas spécialement haute. On nous a proposé d'arriver 4 km plus haut, puis 10 km plus haut, etc. Avec toutes les difficultés de redescendre. Si vous voulez, par exemple, quand on est dans les Alpes, où il y a nombre de stations d'altitude où les coureurs peuvent être logés, Courchevel, Ribelle, l'Alpe d'Huez, Tignes. Donc les coureurs restent en haut. Donc on peut faire des arrivées en haut tardive. Mais quand tu es un arrivant en cul-de-sac qu'il faut redescendre, il faut savoir ce que tu as fait la veille et ce que tu as fait le lendemain. C'est-à-dire que dans notre jargon, on a des PPO, des points de passage obligés. Si tu es déjà arrivé sur le Tour, tu verras PPO, point de passage obligé. C'est exactement pareil pour moi. C'est-à-dire que je sais que j'ai un PPO dans 3 ans, par exemple. Je sais d'où on va partir, mais je sais aussi que la 10e étape, je veux qu'on aille là. Et il faut que l'étape d'avant et l'étape d'après soient compatibles avec ça. Lorsque nous avons fait une arrivée au Galibier, la seule de l'histoire, en 2011, donc 1911-2011, centenaire du premier franchissement du Galibier, il fallait 3 zones techniques. Il y en avait une au Lotaret, la plus importante. Il y en avait une, et moi à l'époque, je pensais qu'on ferait l'arrivée au tunnel. Je ne sais pas si vous voyez, mais le sommet du Galibier, c'était par un tunnel jusqu'à il y a une quarantaine d'années, 2556 mètres, et après c'est passé au-dessus, 2642. Il a fallu qu'on utilise, tu avais quasiment que les caméras en haut, avec un quart, à 2142. Ensuite, tu avais une autre partie à 2556 et la 3e partie au col du Lotaret. C'est hyper compliqué. Laurent, Eric est à la fois ravi parce que c'est toujours les meilleures audiences, mais sa production dit, enfin, Laurent, Eric, laisse pas faire ça, etc. C'est compliqué, c'est dangereux, on va tout planter, il n'y aura pas d'image. Bref, mais tu as toujours cet équilibre-là, comme un vélo, à trouver. Quelle était ta question? Je suis parti là-dessus, je m'emballe. Hein. Ah oui, les réseaux sociaux. Oui, c'est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément important, évidemment. Mais moi, ce que j'adore, mais c'est mon grand âge, j'ai 64 ans, c'est quand justement tu as un gamin qui t'envoie un truc écrit au stylo avec des feuilles qui te colle les profils des ascensions. C'est phénoménal. Donc oui, bien sûr, ça aide, mais pas plus que la connaissance de Thierry Gouvenou. Tu imagines bien, Thierry Gouvenou, il est normand de Vire. L'étape de Vire qu'il avait en tête depuis longtemps, il n'a pas eu besoin de beaucoup d'aide. Encore que ça n'est même pas vrai, puisque il est allé voir Guillaume Martin, qui était un peu plus loin. La seule chose que je sache faire, c'est être journaliste. Le journalisme est le métier de ma vie. Je suis devenu journaliste grâce au Tour de France, à travers le Tour, en l'écoutant à la radio, sur France Inter, onde moyenne, avec Jean-Paul Brouchon et Émile Toulouse, notamment à l'époque. Le Tour, ce géant, écouter le Tour m'a donné envie d'être journaliste. J'ai voulu commenter le Tour. Je suis devenu journaliste, j'ai eu cette chance-là à la radio qu'on a bien connue, et ensuite à la télévision. Puis après, un jour, on m'a demandé d'être directeur du Tour. Donc tout est lié à ça. C'est l'immense chance que j'ai, le privilège que j'ai
c'est de faire ce qui m'a toujours, enfin, ce dont j'ai toujours rêvé, pas d'être directeur du Tour. J'ai pas rêvé d'être directeur du Tour. J'ai rêvé de commenter le Tour de France, parce qu'il y a une différence fondamentale entre lui et moi. Et tu sais ce que c'est? Ce sera le mot de la fin. C'est le foie. Parce que je ne savais pas, quand j'étais journaliste, à quel point le foie, F-O-I-E, était essentiel pour la tâche que j'allais avoir à mener à bien. Parce que quand tu es à Saumur, à 7h31, qu'on te sert ton premier verre de blanc, ton premier verre de rouge à 7h34, que tu as 10 généraux du cadre noir devant toi, que tu vas faire la matinale pour ici, France Bleu à l'époque, et qu'une caméra de France Télévisions te suit toute la journée, tu te dis, la journée va être longue.